Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 9 juillet 2024. Alors aujourd'hui, on va parler du CAC 40, de la baisse. On le voit, les marchés qui sont rouges. Il y a également le marché américain qui est plutôt dans le vert avec le Dow et le Nasdaq et notamment les déclarations de Jérôme Powell et puis les chiffres qui arrivent plutôt en fin de semaine. Voilà, alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à être indicatifs et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, sur la bourse de Paris notamment, on a toujours cette incertitude politique due au manque de visibilité un peu sur le prochain gouvernement parce que toujours pas de grosse majorité. On attend probablement les tractations entre la gauche et le centre pour former un gouvernement, on verra. Alors, petite baisse, léger gap à l'ouverture, on perd 1,5, finalement, on reste toujours dans ces niveaux-là. Alors, un petit peu sous la moyenne à 200, mais toujours sur le support à 7466. C'était là où on avait fait un gap au mois de janvier, au début d'année, qu'on est revenu combler. Donc, on continue de consolider sur ces niveaux-là. Et on le voit au niveau des indicateurs, on n'a toujours pas de signal de relance. On se maintient toujours au-dessus des 30 au niveau RSI, donc c'est ça, probablement pas, pour l'instant, pas trop de panique, parce que c'est des niveaux qu'on a déjà vus ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. C'est 5 fois en 2-3 semaines environ, les 7466. Donc, pour l'instant, ça tient. Tant que ça tient, rien de catastrophique. On va le revoir notamment avec les grosses actions qui sont pondérées. Ça pourrait peut-être nous amener un rebond prochain. On a également la Fed, donc avec Jérôme Powell, qui n'a pas dit grand-chose, mais qui a toujours, entre guillemets, ouvert la porte à une possible baisse des taux en septembre. Mais il est aussi prudent parce qu'il veut pas que l'inflation soit trop forte. Donc à chaque fois, il souffle le chaud et froid. Finalement, il dit pas grand-chose. C'est toujours les chiffres qui vont donner le là, a priori, mais on se dirige quand même plutôt là-dessus dernièrement vers un assouplissement un peu des taux de la Fed, et on verra surtout les chiffres cette semaine qui devraient le confirmer. Si c'est le cas, il y aura de grandes chances que ce soit fait. Donc pour le CAC, on va surtout regarder les grosses actions parce que là on est dans une baisse qui est finalement, on le voit depuis le 14 juin, en gros, c'est du zigzag dans les mêmes niveaux, 7466, 7716, il se passe rien. On est en train de finir la conso et on attend quoi? Éventuellement un redémarrage. Alors sur le pétrole, ça a plutôt bien marché, même si maintenant on va commencer à aller un peu plus bas, notamment pour Total. Mais sur le luxe, surtout, c'est le luxe qui est énormément pondéré. On va le voir avec LVMH par exemple. Il y a ce gap à 682 sur LVMH. Qui a été créé sur les résultats entre le 25 et le 26 janvier. Là, on le frôle, on le voit. On n'est plus qu'à quelques euros, 682, 686. Il y a environ 4 euros de décalage pour aller chercher le gap, donc c'est très proche. Une fois que le gap sera comblé, on peut s'attendre à quoi? Peut-être enfin la fin de la chute qui sera confirmée si on arrive à recasser les 700. Et donc, le luxe qui pourrait arriver à la fin de sa chute et relancer un peu tout le CAC 40 et avec lui la plupart des valeurs. Donc ça, c'est à surveiller. C'est plutôt un point intéressant. Au niveau Hermès, c'est pareil. Hermès, ils sont un peu plus forts, on le voit. Eux, ils sont au-dessus de leur moyenne à 200. Ils sont juste en conso depuis un moment. Et le scénario, il est en train de se préciser. C'est ce qu'on avait fait ici, notamment au mois de fin mai, avec un retour autour de la moyenne à 200 et la réaction pour aller réagir et continuer la séquence haussière. Et là, ce qu'elle est en train de faire, alors elle casse le petit support à 2082, où on avait un très léger gap qui a été comblé depuis. Mais là, on revient probablement peut-être sur le support à 2014, sur la moyenne à 200, et pareil pour repartir. Donc on est peut-être dans les derniers jours et de conso un peu et de baisse sur le CAC avant une embellie. Kering, on va pas la faire. On va faire L'Oréal, qui est aussi une belle pondération sur le CAC. L'Oréal qui a donné des avertissements, donc un peu moins beau aussi. Il faudrait tenir les 400, sinon on a un autre support autour des 382, mais on le voit, L'Oréal c'est un peu moins fort, même si la tendance moyen terme est toujours plutôt positive sur L'Oréal.
ça fait un moment, on le voit qu'on est déjà un peu en survente, un peu en panique hein, sur L'Oréal, notamment sur les déclarations du PDG. Si on commence à voir des chandeliers verts de réaction, comme on a pu avoir ici au mois d'avril, hein, où on a des grosses réactions, des écarts hein, assez importants, un peu de volatilité pour changer un peu cette baisse, on pourrait aussi y voir un début de changement de réaction. Alors pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, il est toujours en baisse hein, sur la plupart des actions du CAC. Il faut être prudent, mais voilà. Et enfin, je voulais parler Dassault Systèmes. Forcément, ils ont donné des révisions à la baisse. Hop, ils sont là, Dassault. Donc c'est une action qu'on suivait et on espérait le rebond ici parce qu'il y avait deux zones, hein, notamment le support à 34,30 € et l'oblique ici, une oblique hein, sur les plus bas ou sur lesquels l'action avait rebondi dernièrement, notamment au mois d'octobre 2023. Donc là on était revenu dessus et finalement ça fonctionne pas. Donc on a bien ce double échec hein, sur moyenne à 200 et derrière la continuation hein, de la dégradation. Les perspectives à baisser par la direction. Forcément, on fait un gap baissier et c'est pas rassurant pour la suite. Donc, moi, je serais plutôt partisan, plutôt que d'y voir une opportunité, plutôt de prendre mes pertes finalement et puis d'aller sur des actions qui ont plus de chances de performer hein, plus ou moins rapidement que de continuer sur une action qui déçoit. On aurait peut-être dû déjà le faire un peu plus tôt. On attendait hein, cette réaction ici, elle n'a pas lieu, donc c'est oublié. On va voir d'autres valeurs, notamment alors une valeur hein, qu'on suivait dans la catégorie cybersécurité, c'est Exclusive Networks. Alors pourquoi il y a eu des rumeurs hein, de prise de participation ou d'achat à hauteur de 24 € hein, d'Exclusive Networks, donc éventuellement même un retrait de la cote, hein, c'est pas impossible. Donc elle a bien boosté ces derniers jours et puis aujourd'hui hein, le gros gap. Alors comme on parle de 24 €, on est déjà sur les 23,65. À moins qu'il y ait des nouvelles annonces de fait pour encore relever le prix, il y a peu de chances qu'on aille beaucoup plus haut. Donc là on a fait je pense le plus gros de la hausse. Et c'est le moment probablement si vous l'avez joué hein, de prendre ses bénéfices autour des 24. Les chances de surperformer proche des 24 ou au-dessus sont quand même maintenant assez faibles. Et voilà. On a également Esso. Esso, alors grosse baisse, pourquoi moins 10%, mais c'est le détachement de dividendes, entre autres, hein, pas seulement, mais on a détaché un dividende énorme hein, de 15 €, ce qui représente environ 15% hein, sur la valeur. Donc forcément, il y a un détachement, mais ça s'est fait plutôt au cours de la journée. Ça a même été suspendu pendant un moment, donc pas mal d'échanges. Voir comment la réaction du titre se comporte. Est-ce que après ce détachement de dividendes, on va avoir des ventes massives des investisseurs ou pas? Ou est-ce qu'ils vont rester sur Esso? Moi, j'ai deux niveaux. Le premier, c'est sur les 139. Le deuxième, sur les 118. Si on a des réactions sur ces niveaux-là et une reprise, il faudra probablement racheter Esso. Là, on va attendre un peu la fin de volatilité, de voir sur quel niveau l'action est capable de réagir. Mais oui, on pourra jouer probablement une deuxième vague et une action un peu plus moyen terme, qui est plutôt bien valorisée actuellement et qui mériterait peut-être une décote si elle a lieu. Ça permettrait un point d'entrée intéressant. On a également Tesla. Alors Tesla... impressionnant Tesla, hein, malgré des chiffres assez... Alors sur Tesla, il y a aussi eu des accords, notamment avec la Chine et le gouvernement chinois qui a autorisé hein, les entreprises gouvernementales à se fournir chez Tesla. Alors je ne sais pas si c'était en partie les raisons de la hausse, mais bon, il y a toujours une concurrence assez accrue sur Tesla. Moi, je suis pas extrêmement favorable sur le titre, mais bon, techniquement, c'est parfait pour le moment. Et là, on arrive proche des 265. Alors ces niveaux-là, on le voit, hein, ça avait été un niveau échec à la fin d'année 2023, donc il y a un peu plus de 6 mois. On y revient.
si on voit qu'on passe pas facilement, d'autant qu'on est en train de faire un breakout énorme. On fait un breakout de 52% en 28 jours. 28 jours calendaires, hein, en 18 séances seulement, donc c'est extrêmement rapide. On prend plus de 50%, donc forcément, à un moment, on va faire un breakout, il va y avoir des prises de bénéfices. Les prises de bénéfices, on les attend où? On les attend ici. Donc plus ou moins autour des 265. C'est pas dit que ça se fasse. Ça peut continuer de monter comme ça de façon exponentielle, mais si on voit un chandelier rouge, des petits chandeliers, des mèches, on ira certainement jouer un pullback, le comblage du premier gap, voire du deuxième au 213, hein, 230, 213. Ça peut être un objectif de vente, ça peut être un objectif de short sur Tesla à partir de demain probablement, hein, pour jouer enfin la prise de bénéfice et le pullback, parce que là on est à 86 également au niveau RSI, on est très haut, on le voit. On a que des chandeliers verts quasiment depuis 2 semaines, donc forcément il y a un moment où ça va se calmer et il faudra peut-être en profiter avec des pourcentages, hein, intéressants, ne serait-ce que le premier gap, il y a 11%, hein, à aller chercher. Ce qui est loin d'être catastrophique. Quand on prend 50%, c'est même pas une zone de retracement normale, hein, on est encore beaucoup plus bas normalement, donc voilà. Et enfin, je voulais voir juste un point sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui baisse. Alors il y a eu notamment, hein, il y avait eu des fraudes il y a plusieurs années sur MT Gox, je crois, et des Bitcoins ont été rendus à leurs propriétaires. Alors une partie seulement, hein, parce qu'il y avait eu des fraudes. Mais entre-temps, le cours du Bitcoin a explosé. Donc la restitution, elle n'est pas totale en termes de volume aux clients qui avaient été lésés, mais en termes de monnaie, elle est beaucoup plus importante parce que entre-temps, le cours du Bitcoin a évolué et a évolué à la hausse. Donc ce qu'on peut attendre, peut-être, c'est ça peut-être que le marché joue, c'est une vente de ces investisseurs qui récupèrent leur Bitcoin plusieurs années après et qui décident, comme on est sur des niveaux assez hauts, de vendre. Donc une baisse mécanique de la crypto-monnaie. Après, comme c'était éventuellement des holders, hein, d'une époque assez lointaine en termes de Bitcoin, hein. Je crois que c'était, alors je fais 2014, je vais pas dire de bêtises, mais c'est par là, je crois. Il est possible aussi qu'ils tiennent encore et qu'ils aient des vues beaucoup plus long terme, donc ne pas baisser. C'est ça aussi, donc on avait des niveaux techniques, plus ces rentrées massives de Bitcoin sur le marché qui pourraient faire aussi baisser le cours à court terme. À moyen long terme est toujours plutôt favorable. Alors on n'a pas eu ce rebond sur les 60 000 qu'on espérait, on est juste en dessous. On suit quoi? On suit c'est cette même oblique là, elle est parallèle à celle du mois d'avril en gros. Alors là on revient sur la moyenne à 200, mais la tendance reste potentiellement intéressante pour la suite. On est aussi bien bas là au niveau MACD. On est allé sous les 30 niveau RSI, donc plusieurs fois. La conso est partie quand même, est bien partie pour avoir fait le plus gros du chemin. Puis on a cette zone sur les 52. Moi que j'espérais éventuellement ici, hein, au mois de mai, j'espérais peut-être les 52. On avait réagi avant, on va peut-être la voir, hein. Enfin on l'a quasiment eu déjà ici sur la mèche du 5 juillet où on est descendu à plus bas 53 576. Donc c'est quasiment ces niveaux-là. S'il y a une réaction, moi je suis toujours plutôt optimiste sur le Bitcoin, avec quand même des niveaux sur les gros fonds, hein, qu'on a dû recharger en Bitcoin, toujours très important. Donc a priori plutôt toujours favorable. Et si vous jouez du DCA, c'est toujours intéressant de l'avoir sur ces niveaux-là, je pense. Et enfin, à faire les valeurs abonnées. Ah oui, avec AMD. Alors AMD à l'achat pour moi. Déjà, il y a pas mal de valeurs. On va regarder Nvidia.
Les valeurs tech qui sont plutôt en hausse hein, sur les marchés, et on le voit, ils ont déjà beaucoup monté, on le voit là au niveau de la MACD sur Nvidia, on est en phase un peu de conso, mais une conso extrêmement courte, hein, on n'est même pas allé chercher la moyenne à 50, on n'est pas allé chercher le bas des Bollinger, on a déjà réagi, il y a eu un split de l'action par 10, plutôt favorable, et Nvidia qui relance et qui continue de monter, et elle emmène un peu avec elle tout le marché de l'IA qui est loin d'être mort et qui devrait au moins se continuer jusqu'à la fin d'année 2024. Donc on a beaucoup d'actions comme ça, typées IA, qui consolidaient gentiment, mais qui ont tendance à reprendre. Et on va certainement aussi les revoir plus haut ces prochains trimestres. Donc c'est pour ça que AMD, on en avait déjà parlé sur ces niveaux-là. C'est le niveau que j'attendais. Il y a eu une réaction avant, on en voit qu'on a consolidé. Derrière, on a eu quoi? La phase d'accumulation. Et là, on est en train de repartir. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on avait ces niveaux-là, notamment le niveau du premier rebond qui s'est fait sur les 174,5, qui a été cassé hier. Donc, c'est ça. On a la consolidation. Ensuite, on fait le gros premier rebond et le premier échec sur 174. On fait la phase d'accumulation. Et là, on repart. Et on le casse hier. On confirme aujourd'hui. Pour moi, c'est plutôt une zone d'achat. J'ai pris une petite ligne aussi. Intéressant à avoir. Pour relancer la hausse et probablement aller chercher aussi des plus hauts sur AMD. On en avait parlé aussi, AMD, ils sont pas sur le même secteur exactement que Nvidia, à savoir le haut de gamme en termes de technologie et de puces. Ils sont un cran un tout petit peu en dessous, ce qui peut leur faire une part de marché intéressante parce que Nvidia, ils peuvent pas déjà fournir tout le monde, mais AMD, ils ont aussi une part de marché, donc un tout petit peu, enfin pas une part de marché, une cible, une clientèle un tout petit peu plus basse que le très haut de gamme, a priori que Nvidia. Donc là aussi, ça leur permettrait d'être leader sur cette gamme-là. Donc très favorable et à l'achat sur AMD, je pense, depuis hier. Amazon, bah on l'avait dit, hein, la cassure des 188 amènerait probablement une séquence plutôt haussière intéressante. Alors, pour peut-être du long terme, si on le prend, enfin, du long terme, si on le prend maintenant ou la semaine dernière, oui. Du court terme, si on le prenait notamment sur ces 194 éventuellement, mais ce qu'on peut attendre de ce genre de séquence, c'est quoi? Alors, c'est soit une poussée direct vers le haut qu'on pourra pas rattraper, mais si ça se calme un peu, un retour ici sur 188 et un rebond. Donc ce qu'on peut faire si on veut du Amazon, c'est qu'on vise le long terme, on peut prendre une demi-position maintenant et une prochaine demi-position si on revient sur les 188 et qu'on repart. Si c'est pas le cas, on confirmera plusieurs semaines après un peu plus haut, mais au moins on aura déjà des plus-values qui se seront amassées sur Amazon. Donc on a quand même un signal d'achat et une séquence forte sur Amazon. Et je suis plutôt acheteur à moyen terme. À court terme, ça mérite d'attendre un peu ou de splitter en deux la prise de position. Fortinet. Alors Fortinet un peu moins bien. On est dans la cybersécurité parce que hein, c'est un peu neutre. On le voit hein, dans cette grosse phase avec les rebonds qui se font de moins en moins haut. Une grosse poussée à 81. Après le triple rebond ici. 74, 74, 74, échec, échec, échec. On revient sur les moyennes qui sont stables, hein, un peu neutres. On a une petite phase ici de congestion dont on n'arrive pas vraiment à sortir. On est toujours autour du support résistance à 61. C'est pas forcément chez ceux-là qu'on va aller se placer. On va plutôt prendre ceux qui sont mieux orientés et on va les voir après. Home Depot, alors on a comblé le gap ici, le gap haussier. Par contre, derrière, on a fait un gap baissier. Et là aussi, plutôt neutre hein, sur Home Depot. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Peut-être acheter, oui, le bas du canal sur la moyenne à 200 ou sur le support à 324. Mais il y a pas grand chose d'intéressant actuellement sur Home Depot. Alors, on y reviendra peut-être hein, si vous trouvez quelque chose, une journée particulière, n'hésitez pas à me le rappeler, j'en parlerai. Intel, bah, c'est un peu comme tout le secteur, on en parlait, hein, de l'IA avec Nvidia, avec AMD. Oui, on a vu du rebond. Et sur Intel aussi, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est la zone de gap ici qui avait été créée sur les 34,35 entre le 25 et le 26 avril. Et depuis, qu'est-ce qu'on faisait? Le premier rebond,
on était loin de la zone de gap hein, sur les 32,42. On l'avait frôlé vendredi dernier. Et hier, on le casse. Donc on casse cette première zone-là, mais on n'avait toujours pas comblé le gap. Et le gap, il est comblé aujourd'hui. Alors avec un chandelier rouge, mais déjà, on signale la fin de la période un peu baissière sur Intel. Donc pour moi, Intel n'est plus baissier et on va rentrer dans une phase de construction, alors qui peut durer longtemps, qui peut revenir sur les niveaux de 30, mais déjà on a stoppé la chute, donc à partir de maintenant on peut se réintéresser sur Intel. Elle est assez volatile, hein, on voit, on fait quasiment rien, mais si on revient sur par rapport à il y a quelques jours, avant l'explosion, on a pris 8%. Et là, ce matin, on était à 11%. Donc oui, il y a quelque chose à faire. Maintenant, c'est pareil, c'est pas la valeur que je préfère parce qu'on est quand même dans une zone de baisse et de dégradation depuis quelques semaines. Alors même si on va jouer un certain rattrapage sur Intel, je préfère jouer les leaders de secteur, mais ça peut s'entendre, notamment sur pullback, c'est-à-dire là, il a fait le breakout pour combler le gap. On attend un peu, peut-être un retour ici, et le début de la construction. Donc si on revient sous les 32, hein, ça peut être intéressant d'acheter du Intel. Encore une fois, moi c'est pas ce que je ferais, je préfère AMD notamment. IT-Link, alors IT-Link, on a cette grosse phase ici, cette grosse période, hein, on le voit ici depuis 2021 jusqu'à la cassure fin 2023, donc au début de l'année quasiment. C'est plutôt haussier à chaque fois, elle met des grosses périodes un peu d'accumulation, c'est quand même volatile, hein, parce qu'on a sur le support et puis sur la poussée, on a 30%. En 2 mois et demi, donc ça reste super volatile. Et on a un support, alors environ un support, il n'est pas super net, mais moi je le mets ici autour des 28, notamment on le voit ici, hein, juin 2023, juillet 2023, octobre 2023, décembre 2023, donc c'est une zone beaucoup jouée, les 28, donc acheter, mécher aussi en dessous, donc autour des 28 on est plutôt positif. Mais c'est assez volatile et finalement on lance pas trop de séquences, on va plutôt avoir des mouvements erratiques assez forts, donc c'est potentiellement à jouer en court terme. Maintenant si on veut jouer le long terme, il faudra plutôt voir les fondamentaux, j'ai pas regardé, mais c'est plutôt ces scénarios là qu'on va jouer. Mersenne, Mersenne, elle a bien réagi hein, sur ses plus bas à chaque fois, un peu dans l'excès des fois, sous son support à 31,8 qu'elle a enfoncé plusieurs fois, mais à chaque fois, elle réagit. C'est ici, c'est la ligne blanche. Hein. Une première fois en octobre 2023, une deuxième fois en janvier 2024, et puis dernièrement là au mois de juin 2024. Mais elle est toujours dans cette phase un peu d'être grosse phase de congestion, parce que on parle du mois de juillet 2023, donc ça fait un an. Ça fait un an qu'elle a fait pas grand chose en termes de grosses séquences et de tendances. Maintenant, évidemment, les pourcentages sont importants si on arrive à les prendre au bon moment. Mais moi, ce que je vois, c'est ça surtout, c'est un affaiblissement de la tendance vers le neutre. Et c'est après qu'on pourrait peut-être avoir quelque chose d'intéressant. Donc toute cette période-là sur Mersenne sera à surveiller. Et puis si on a des choses intéressantes, éventuellement rentrer. Alors là, ce qui est pas mal, c'est les pics de volume qui sont un peu plus forts dernièrement et qui ont été rachetés ici. Ça, c'est plutôt intéressant pour la valeur et ça plaide plutôt un retour d'acheteurs et d'investisseurs pour le long terme au-dessus des 32. Northern Data, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une grosse baisse en 2021-2022, le début de la remontée. Une grosse résistance à 33. Et puis là, alors je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas regardé. Je sais pas aussi si c'est le bon marché, parce que je l'ai pris au Nasdaq, je crois. Ah non, Francfort. Je l'ai pris à Francfort ici. Je sais pas si c'est son marché d'origine. Et on le voit, hein, les 32 vendus largement. Et puis là, on perd. Hein, si j'y arrive, on perd 44% en 4 séances. Donc c'est monstrueux. Je sais pas il faudrait voir hein, ce qui s'est passé sur Northern, si vous avez des infos. C'est quand même un peu violent comme baisse. On a un double échec. Il vaut mieux peut-être éviter hein, quand on a ce genre de sanctions.
D'autant plus qu'on casse un peu tout et qu'on est sur le bas. Palantir, alors voilà, Palantir, si je dis pas de bêtises, oui, c'est le euh, créateur de logiciels donc dans le numérique. Toujours intéressant, on avait noté avec cette flèche, hein, en long terme, on irait vers la résistance à 29, 29, 29. On en est très près. C'est toujours plutôt intéressant, plutôt haussier. Il y aura peut-être des prises de bénéfices bientôt, hein, sur Palantir, peut-être ici. Dès qu'on aura dépassé les 29 aux alentours des 30, donc attention. Mais si on revient, on le voit, c'est toujours plutôt favorable. Et puis le secteur est pas forcément au mieux et Palantir, ils s'en sortent plutôt bien. Donc oui, plutôt à suivre. Mais à racheter ces niveaux-là, hein, les 20, 20-18, si on y revient, ça peut être pas mal. PDD. PDD, alors là aussi c'est un peu neutre, hein. On a fait un nouveau plus haut, on avait un plus haut à 152, on a battu le plus haut, on est allé à 164. Derrière, on corrige pour revenir un peu sur toutes les moyennes. Alors moi j'avais mis à peu près ce niveau-là, hein, mais le but, ouais, c'est de revenir sur les 118 peut-être. Et d'avoir la fin de consolidation, hein, au niveau MACD. Là on a fait une bonne partie. Est-ce que ça va repartir tout de suite? Il y a une belle réaction. Et alors il y a eu le gap qui n'a pas été comblé ici. On a un petit gap. On a un petit gap et c'est pas comblé. J'aimerais bien aller le combler autour des 126 avant de se réinvestir, parce que généralement, hein, les marchés aiment bien combler les gaps avant de repartir. Donc ce serait plutôt intéressant d'attendre. Prologis, on a toujours ce canal haussier qui s'est mis en place sur Prologis. On a cassé cette petite oblique de correction. On est repassé au-dessus des 112. Donc plutôt positif, hein, sur Prologis. Même si ça reste neutre, on le voit. On n'arrive pas à passer les 133. On est racheté toujours au-dessus des 94. Entre les deux, pour l'instant, on fait du zigzag et vaut mieux acheter le bas et puis se délester quand on arrive en haut. Et ça bouge pas, hein. Les moyennes depuis 1 an et demi, elles sont quasiment stables. Donc on fait du yo-yo. Vous savez ce qu'il faut faire, on achète en bas, on vend en haut. SolarEdge, alors oui, je m'intéressais à SolarEdge et c'était ici pendant leur grosse chute autour des 200. Malheureusement, ils ont cassé les 190 et depuis, j'attends un peu une réaction qui est jamais venue, hein. Il y a ce gros gap ici. Hop. Autour du mois d'août 2023, donc ça fait 1 an. Et j'en avais parlé il y a 1 an et on attendait la réaction. La réaction, elle n'a pas eu lieu. On a cassé et puis on a fait qu'enfoncer. Évidemment, hein, il faut éviter de rester parce qu'on le voit, on en est à moins 86% par rapport à cette zone-là. On peut même le prendre plus haut. On en est à moins 91%, hein, depuis le mois de juillet. Donc en 1 an. C'est 2023, ouais, c'est ça. En 1 an, on a perdu plus de 90% de la valeur, ça vaut plus rien. Donc non. Non. Alors malgré le début de volume, peut-être, ici, hein, on le voit, notamment le 25 juin, des gros volumes, mais derrière, il se passe pas grand-chose. C'est un peu risqué quand même de vouloir faire un coup. On peut aussi... alors je pense plutôt dans une optique un peu spéculative avec une petite ligne qui ne va pas impacter le portefeuille si on commence à perdre beaucoup, mais par contre si on fait un x2, x3, là ce sera intéressant. Donc c'est ça qu'il faut jouer sur SolarEdge, puisqu'on voit ici, si on comble le gap, on est à plus 22%. Si on revient sur le dernier plus haut du mois de juin, on est à plus 90%, donc on fait quasiment du x2. Donc c'est ça qu'il faut jouer. Mais l'action, elle est hyper risquée et hyper spéculative actuellement, hein. La pression baissière, elle est énorme. Même malgré les gros volumes, on le voit, on n'arrive pas à revenir, on n'arrive pas à combler le gap, il y a rien. Donc c'est ça qu'il faut jouer. Éventuellement, on a un début d'inversion de tendance niveau MACD, donc on peut rester. Et puis, si on voit qu'on perd 20, 30 ou 40% sur une petite ligne, hein, encore une fois,
on abandonne. Même par contre, ici, l'objectif, ce sera de faire du x2, x3, puis de revenir autour des 50 peut-être, si on joue bien et qu'on a un peu de chance sur le timing, mais c'est risqué. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et puis on en discutera. Bon trade, à plus!